Des grands titres, des grands postes, mais concrètement, c'est quoi? Je suis Inès Hiraki et on se retrouve dans From Wall Street to Main Street, un podcast qui met des mots simples sur des métiers à l'apparence compliquée du monde des affaires. Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de From Wall Street to Main Street. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Ghislain Maillet, qui est directeur exécutif à JP Morgan Asset Management. Bonjour Ghislain, comment ça va aujourd'hui? Très bien, Inès. Content d'être là. Content que tu sois là aussi. Alors aujourd'hui, on a la chance, de te recevoir pour notre premier épisode, pour parler de justement la gestion d'actifs, pour savoir un peu où est-ce que ça a commencé pour toi? Quel a été ton premier contact avec la gestion d'actifs en tant qu'enfant ou même adolescent ou étudiant? OK, ma 1re expérience, puisqu'on travaille dans le monde de l'investissement, ça a été mon premier investissement. Ça retourne, à Paris, quand je travaillais sur ma maîtrise. Je faisais un stage chez Renault et pour me rendre au bout du mois, je travaillais à un restaurant, donc je travaillais beaucoup, malgré le fait que j'étais à l'étranger et j'ai eu la chance d'accumuler un peu d'argent pour placer. J'avais un ami à l'université qui investissait, c'était en 98. Puis, dans le temps, c'était une des premières firmes d'échange c'est courtage à escompte, Mmh mh. qui s'appelait Courtage, je sais pas si ça existe encore. Mais j'ai acheté un stock, tout simplement. J'ai été très chanceux, dans le sens qu'une semaine après, c'était Paribas qui a été il y a une acquisition qui a été annoncée. Donc ma première expérience, purement par chance, a été très bonne. Puis c'est là, ça m'a fait réaliser le pouvoir du placement, le pouvoir de la bourse. Puis après ça, j'ai réalisé que c'est pas aussi facile, aussi rapide que ça, mais ça, c'était ma première expérience personnelle avec les finances, puis c'est un peu ça qui m'a pivoté vers, m'intéresser davantage à la gestion des actifs. OK, c'est intéressant, je savais pas que tu avais fait un moment, en France et justement en parlant de ton parcours, donc tu as fait ton master à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours professionnel, donc ton bachelor ou ta licence, puis ton master et où est-ce que tu as travaillé ensuite, un peu step by step? OK. Un gars du Nouveau-Brunswick, donc de l'Est du Canada, un bac en comptabilité, mais durant le bac, j'ai participé à un échange avec l'École supérieure de commerce Mmh. de Amiens, donc au nord de Paris. Donc là, encore une fois un peu chanceux, on m'a placé dans le programme maîtrise, l'équivalent français, qui est pas exactement Ah! l'équivalent, canadien. Hem et du coup, j'ai eu les 2 diplômes. C'est J'ai super ça! Ben ouais, C'est un bon tip ça. ça peut aider la chance. Ouais. Ah, c'est super. Le dans cette maîtrise-là, j'ai eu la chance de faire un stage à Renault, au siège OK. social. Donc c'est là ce que j'habitais à Paris. Mais j'ai vraiment eu la piqûre pour le monde de l'investissement, même si j'avais une opportunité de rester pour commencer ma carrière dans l'automobile au siège social à Renault, je voulais vraiment revenir. Donc ça m'a ramené à revenir au Canada, mais directement, je suis parti pour Toronto en Mmh. 99 pour me trouver un emploi. J'ai fait 2 entretiens, j'ai commencé en bas de l'échelle, j'ai appliqué pour des jobs de service à la clientèle bilingue parce qu'à Toronto, il y a moins de bilingues, donc c'était plus Ouais. facile pour j'étais plus intéressé à me rejoindre à une firme d'échelle mondiale Mmh. qu'avoir le rôle le plus intéressant du départ. OK. Donc j'ai commencé au bas de l'échelle à Fidélité en janvier 2000. Hem, 7 mois après, j'ai passé à la vente interne. 7 mois C'est après, dans quelle entreprise? toujours Fidélité Ah pendant OK, pendant une parfait. période à peu près presque 25 ans. Ouais. Ouais, Ah so fidèle, hein? ça a commencé à Toronto. Ouais, mais c'est une belle boîte, puis ça a bien été. Donc, commencé à Toronto, passage à Montréal pour quelques années. J'ai été nommé, ça aussi c'était un peu un coup de chance, mais à 24 ans, j'ai été nommé vice-président en vente Mmh. pour les Atlantiques, une partie des Atlantiques. Hem, Circonstance que le vice-président régional du moment a pris en charge les Atlantiques, autant qu'il connaissait tous les joueurs à Montréal, connaissait moins de joueurs, moins de l'industrie des Atlantiques. Donc, il a pris une chance avec un jeune, donc déménagé au Nouveau-Brunswick. Après ça, 2013, revenu à Montréal. Et l'année passée, en 2024, j'ai eu la chance de me rejoindre à JP Morgan pour leur entrée dans l'industrie retail de gestion d'actifs au Canada. Waouh, c'est vraiment, impressionnant. Puis, qu'est-ce qui a motivé justement, c'est après avoir passé 25 ans à Fidelity Investment, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre un nouveau tournant, on va dire, dans votre parcours pour passer à JP Morgan Asset Management? Ben, d'une part, j'étais attiré par le brand JP Morgan. Jamie Dimon,
Le PDG, c'est une légende dans l'industrie des finances. C'était un contact la personne en charge de l'initiative de développer la business de JP Morgan Asset Management auprès des conseillers, Jay Rana. J'ai commencé ma carrière avec lui à Fidélité en janvier 2000, donc il y avait un lien personnel là aussi. Le passage s'est fait pas par, tout allait très, très bien à Fidélité, je c'est après 25 ans, c'est de la famille. Mais c'était plus l'envie d'un défi. Oui, un Puis challenge. ouais, puis un petit peu une peur de comme, ben, si je suis toujours en train de faire la même chose avec les mêmes clients dans le même environnement, puis ça faisait déjà 13 ans sur le dernier non, 12 ans sur le dernier territoire. Est-ce qu'on peut toujours apprendre si on est toujours à la même place en faisant Mmh. relativement toujours la même chose? Donc il y a un film qui est peut-être avant ton temps, qui s'appelle Groundhog Day ou Journée de la marmotte. Je sais pas si OK. ça te dit quelque chose? Non, ça Bill me dit Murray. rien. C'est quelqu'un qui est pris dans la même journée tous les jours. Oh! Il faut qu'il revit OK. la même journée tous les jours. Il peut faire ce qu'il veut, mais il se réveille C'est toujours la même journée. redondant. J'avais un petit peu de ça. OK. Et le le projet de partir la business, ben, JP Morgan, ça fait 43 ans qu'ils sont au Canada, mais strictement dans le monde institutionnel. Leur entrée dans le monde retail auprès des conseillers et conseillères, c'était une nouvelle initiative. C'est un start-up backé par un mammouth financier, la plus grande institution financière au monde. Donc, l'idée de goûter un petit peu au monde du start-up, backé par une firme ben, vraiment à l'échelle mondiale, avec 240 ans d'histoire, dans un domaine dont je pratique depuis 25 ans, c'était toutes les étoiles étant alignées. Ouais, C'est absolument rien contre Fidélité, c'était juste c'était ouais. un nouveau projet pour un back nine de carrière. Puis là, ça fait un peu plus d'1 an que tu es ici. Est-ce que tu as trouvé ce à quoi tu t'attendais? C'est comment un peu, depuis que tu as quitté? Ça fait 9 mois maintenant, donc ça va faire bientôt 12 mois. Il y a des parties qui m'impressionnent, il y a d'autres parties que j'ai sous-estimées dans la transition. Ce qui m'impressionne, c'est les gens de JP Morgan, parce que JP Morgan est très connu dans le monde des finances. Et de l'extérieur, ça fait penser New York, iBanking. Mon Dieu, il va y avoir du monde. Je me demande quel type de personnalité que je vais faire affaire avec Mmh. de jour à jour. C'est du monde intelligent, c'est du monde excessivement vaillant, mais ce qui m'a surpris, c'est que c'est du monde gentil, accueillant, ouvert. Donc, notre siège social mondial est à New York. J'ai eu la chance d'aller à quelques reprises. J'ai l'impression que c'est tous des Canadiens. C'est pas le stéréotype De et New les gens qui York, sont à ouais. JP Morgan, c'est deux différentes choses. OK. Euh, Là, d'un point de vue firme, je passais d'une firme à l'échelle mondiale à une autre firme à l'échelle mondiale. Donc ça, il n'y avait pas beaucoup de surprises. Je suis ravi de la qualité des produits et Mmh mh. toute l'organisation. Peut-être ce que j'ai sous-estimé, c'est que Fidélité au Canada, dans la business retail, c'est très établi. Donc, je compare ça comme un. Disons que tu as un train à grande vitesse avec plein de passagers qui a déjà une inertie. Mmh. Ben, dans le monde asset management, si tu es en côté vente, tu t'occupes des clients, en bout de Mmh. ligne. Mais là, dans le cas de Fidélité, puisqu'ils ont déjà parti ce volet-là de leur business il y a longtemps, puis ça va vraiment bien, c'est plus une job de service où ce que tu t'occupes des clients, faire sûr que tout le monde dans le train est content, puis Mmh. s'ils ont besoin de quelque chose d'autre, on est là. Mmh. Tandis que C'est encore construire les rails, acquisition de nouveaux clients, embarquer des nouvelles personnes dans le train, vendre plus de tickets. On va dire, c'est un peu une nouvelle aventure plus comme ça avec, JP. c'est aussi partir le train de zéro. Ouais. Donc, juste d'un point de vue physique, l'inertie d'un objet qui n'est pas en mouvement demande plus d'énergie pour Mmh mh. casser l'inertie. Donc là, on devrait bâtir une équipe, puis ça va vite, parce que si Noël, ça va être une équipe nationale, pour partir le train, Mmh. inviter les clients à embarquer dans le train, prendre la vitesse. Donc, ça demande beaucoup de travail. Donc, Ouais. des fois, quand on change de film, après, ça fait longtemps qu'on est là, faut sortir de la film qu'on était pour réaliser à quel point qu'on était confortable. En d'autres mots, je pensais que je travaillais fort à Fidélité, mais là, je travaille pas mal fort. Ah ouais? Ouais. Parfois, Ben, c'est on pour a besoin partir c'est pour de partir ouais. la machine. C'est ça, parfois tu as besoin de sortir de ta zone de confort pour te challenger encore plus, puis c'est arrivé à ce moment-là dans ta carrière et tu as trouvé c'est l'alignement de l'opportunité, puis, ça alignait avec tes intérêts et tout, donc c'était parfait, la Ouais, bonne occasion pour toi. ouais, Beh, c'est parfait, Ghislain, on va peut-être passer un peu pour comprendre un peu plus le monde justement de la gestion d'actifs. J'ai une question un peu rigolote pour expliquer, c'est quoi la gestion d'actifs. Donc supposons, c'est une très longue journée de travail, tu es assis en train de dîner avec toute ta famille.
Puis il y a ton petit garçon, qui lève la voix et qui te dit: «Oh papa, la dernière fois, je t'ai entendu parler avec ton ami dire que tu faisais de la gestion d'actifs, est-ce que tu gères des immeubles? Est-ce que tu gères des meubles? Est-ce que c'est comme jouer une partie de Monopoly géante? C'est quoi?» Donc comment tu répondrais à ton enfant? Puis en termes général, comment tu expliquerais la gestion d'actifs pour tous ceux qui ont du mal à comprendre un peu c'est quoi? Puis supposons que pour nous expliquer justement la gestion d'actifs, ton enfant te demande aussi: «Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe une journée dans ton quotidien?» donc ton day in my life depuis le moment que tu te réveilles, voilà. Ouais, il faut que je prenne en compte que je un an au fond, OK. Ben, premièrement, je me réveille, je fais de la lecture. Donc, si j'explique à quelqu'un un petit peu plus âgé, on travaille dans un monde d'investissement où tout ce qui se la macroéconomie fait en sorte que s'il y a quelque chose qui se passe dans un autre pays, ça peut avoir un effet sur ton investissement ici. Mmh. Donc, je me réveille puis je fais de la lecture. Donc, on a énormément de recherches à JP Morgan. Il y a d'autres informations à l'extérieur. Donc, je me réveille, petit café, lecture. Après ça, éventuellement, je prends l'auto pour aller à mes premières rencontres. D'une journée, c'est 4 à 5 rencontres. C'est une panoplie de téléphones. En gros, papa va rencontrer plein de clients, puis Mmh. il va jaser avec du monde, Mmh. puis il jase surtout de l'argent. Puis l'argent qu'ils ont pas dépensé, qu'ils veulent investir pour le futur, comment est-ce qu'on va investir cet argent-là? La réponse à la question dépend aussi de c'est quoi le rôle de la personne qui travaille en gestion des actifs ou en asset management. Dans mon cas, je ne suis pas un gestionnaire de portefeuille qui choisit quel actif acheter, quelle action acheter versus un autre, même chose pour le revenu fixe. Dans mon rôle, c'est un rôle d'accumulation d'actifs. Donc, en gros, je visite plein de gens qui, eux, gèrent de l'argent pour plein de familles. Et je leur parle de ce que nous, on fait et ce que nous, on peut faire pour eux et pour leur famille, pour leurs clients, dans l'intérêt de les séduire à investir chez nous. Et pour ceux qui investissent déjà chez nous, c'est faire sûr qu'ils comprennent bien comment est-ce qu'on place leur argent, où on se dirige, pourquoi on aime tel placement, pourquoi est-ce qu'on aime moins d'autres placements, pour qu'ils se sentent confortables à continuer à investir avec notre firme. Donc, c'est un rôle de vente. Je suis pas sûr que mon petit bébé de 3 mois pourrait comprendre ou mes petits ados, mais hem, c'est un rôle de service, c'est un rôle de vente, c'est un rôle d'éducation, c'est un rôle de relations humaines. C'est aussi, puisqu'on travaille dans la finance, il y a plein d'analytiques et de chiffres qui se mêlent dans tout ça. Je finis, je finis mes journées généralement un petit peu passées 5 heures, là, les responsabilités familiales. Puis souvent, je me trouve à faire un petit peu plus de lecture un petit peu plus tard dans la soirée. Donc ça serait une journée typique. Ceci dit, comme aujourd'hui, il y a toutes sortes de différentes journées, toutes sortes d'occasions de faire différentes choses. Il y a aussi typiquement beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages, ouais. Ouais, Puis c'est drôle, j'ai beaucoup aimé le fait que tu commences ta journée avec la lecture, puis tu la termines aussi avec la lecture. ouais. Ça, c'est super parce que dès que tu te réveilles, c'est la première chose qui rentre dans ton cerveau, puis avant de dormir, c'est la dernière chose qui rentre dans ton cerveau, donc c'est À sûr quoi je rêve? ouais, c'est ça. Quels sont tes rêves dans ces cas-là? Non, bah, ça vient aussi d'une passion de la macroéconomie. On n'est pas obligé de lire autant pour faire son travail, mais hem, j'étais ben, ma maîtrise était axée vers l'économie, le monde du placement. Là, en bout de ligne, le succès d'un investissement est pas complètement basé sur la santé de l'économie. En partie, oui, mais pas complètement. Ou la politique, ou le géopolitique. En fait, loin de là. Mais ben, une autre expérience quand j'ai commencé à investir, c'était à la fin des années 90, il y a eu un tremblement de terre à Taïwan. Puis les compagnies de semi-conducteurs un peu partout dans le monde sont effondrées, leur cote à la bourse a pris un coup. Puis pour moi, c'était un petit moment pour réaliser que Effet papillon? ben oui, c'est tout Mmh. tout est interrelié. Donc quand tu travailles dans la gestion des actifs et que ton niveau de discussion d'une journée te porte à parler à une échelle mondiale, hem, je vois ça comme le jeu d'échecs éternel qui finit jamais. Ouais. Donc quelque chose qui se passe dans une partie du board peut affecter ta stratégie dans Mmh. l'autre partie du board, ça finit jamais, c'est intellectuel. Ceci dit, c'est beaucoup de bruit pour peu de signaux. Donc, plus ça va, plus que je réalise qu'une bonne partie de ma lecture, c'est par intérêt personnel et moins ce qui est vraiment Mmh. pertinent pour ma prochaine rencontre. Mais oui,
les gens qui ont du succès dans le monde du placement ou de la gestion des actifs, c'est qu'ils s'intéressent vraiment à investir. C'est pas la seule clé de succès, mais c'est un gros plus si tu adores ton produit puis l'exercice d'investir. Puis, c'est j'ai trouvé ça drôle quand tu as parlé un peu de la stratégie mondiale du board, parce que ça revient un peu à la partie de Monopoly, la question précédente de ton fils qui demande: «Est-ce que c'est genre une géante partie de Monopoly?» Oui, en soi, c'est de la stratégie, en fait, de tous les coins du monde, puis tu dois savoir anticiper, pas du coup qui va acheter quelle maison ou qui va acheter quelle couleur, mais plus, qu'est-ce qui pourrait se passer qui peut impacter et comment je peux faire, sûr de rassurer mes clients vis-à-vis de ça et faire Dans sûr le que les portefeuilles sont en bonne santé. Si je fais un parallèle au jeu de Monopoly, ça serait plus pertinent pour l'investisseur, puis on est tous investisseurs en quelque part. Puis où ce qu'il y a un parallèle direct, c'est là, Monopoly, c'est un jeu sur l'immobilier qui éventuellement change du loyer si quelqu'un atterrit sur le carreau, là. L'immobilier, c'est un investissement, c'est un très bon investissement, mais la bourse est aussi très, très bonne à long terme. Hem, la stratégie qui marche bien en immobilier marche bien pour un investisseur. Le plus tôt que tu accumules le maximum d'actifs, le plus tu as de chances à très bien gagner à long terme. Mmh mh. La différence, c'est qu'il n'y a pas un gagnant puis tout le monde perd. Plein de monde peut accumuler, il y a assez d'actifs pour tout le monde, il y a assez de dollars pour tout le monde. C'est plus la capacité de ne pas tout dépenser son revenu pour justement partir de l'exercice de l'investissement le plus tôt possible. Parce que si vos collègues comme étudiants veulent bien finir d'une situation financière agréable plus tard, un des facteurs les plus importants, c'est comment tôt qu'ils peuvent commencer à dépenser moins que ce qu'ils gagnent. Mmh. Ouais, Et comment bien qu'ils vont investir ce qu'ils n'ont pas dépensé. La business de gestion d'actifs rentre et au ouais. service à ceux qui sont capables de sauver d'abord et d'avant tout. Il y a beaucoup cette histoire de personnes qui disent, plus ton salaire va évoluer, plus les gens ont cette manie de dépenser autant que ton salaire évolue. Puis il y a beaucoup de conseillers financiers qui disent justement: «Non, si ton salaire il évolue, garde les mêmes dépenses que tu avais avant. Comme ça, ce surplus, tu vas pouvoir l'investir» ou le but, c'est vraiment de garder toujours les dépenses au minimum pour pouvoir investir un peu Ouais. ce surplus. C'est sûr que mathématiquement, théoriquement, si on peut caper ses dépenses, qu'on peut augmenter son revenu, c'est sûr que c'est une recette gagnante, Mmh. mathématique. La réalité fait en sorte que la grande majorité des gens qui voient leurs revenus monter voient en partie leurs dépenses augmenter aussi. Il y a des exceptions. Peut-être que je peux partager une anecdote. Tu sais, il y a 3 facteurs importants pour devenir financièrement indépendant. Les gens ont besoin au moins 2 des 3. Si quelqu'un a 3 de 3, ils vont devenir riches Mmh. plus rapide que les autres ou financièrement indépendants plus rapidement. Donc les 3 facteurs, c'est un, il faut avoir, ben, c'est mieux d'avoir un revenu élevé qu'un revenu faible, hein. Ouais, 2, c'est le plus important de loin. C'est pas tout dépenser son revenu. En fait, OK. si tu dépenses tout, tu vas pas Ouais. accumuler. Puis 3, bien investir. Hem, Puis c'est là que tu vas avoir un conseiller. ben, ça dépend de la personne. Il y a du monde qui peut le faire eux-mêmes. La majorité des gens qui tentent de placer eux-mêmes, ça marche bien jusqu'à temps qu'ils ont moindrement un petit peu plus d'argent et que le facteur émotionnel d'une mauvaise Ouais. décision pèse lourdement. Ou juste la nature non linéaire de la bourse qui peut apporter le, dé- le détenteur d'un actif de très bonne qualité à long terme qui temporairement vaut moins, peut amener un comportement émotionnel. Donc, tu as Mmh. besoin de deux, trois, parce que si quelqu'un n'a pas un gros revenu, mais qui dépend, qui est économe de nature et qui sait placer ou qui le délègue à quelqu'un qui sait pour eux, cette personne va se rendre à l'indépendance financière. De l'autre côté, si quelqu'un a un gros revenu, dépense la majorité, ça c'est les médecins, gros revenu, mais dépense la majorité, mais les médecins, en général, ils délèguent les Mmh. décisions financières, donc disons que c'est bien investi, il va avoir une accumulation qui va se faire pareil. Euh, les personnes que je connais qui ont les trois, ça va vite. Mmh. C'est un gros revenu, puis tu dépenses pas beaucoup, puis tu investis bien. Là, tu participes rapidement à la huitième merveille du monde, qui est l'intérêt composé. Ouais, Puis il faut pas attendre. Puis l'intérêt composé, tu vas commencer à le vivre dans la fin trentaine, quarantaine, versus cinquantaine, soixantaine. ouais. Il y a un très bon livre qui parle et qui je trouve qui explique très bien, je sais pas si vous l'avez lu, il s'appelle, Elle investit. D'ailleurs, c'est une auteure québécoise de Carman Kong.
Elle explique vraiment la finance super bien, puis elle fait Ouais, même des petits sites web qui montrent comment calculer un peu l'intérêt composé, c'est un des premiers livres en finance que j'ai lu, puis j'ai trouvé ça tellement intéressant. ma blonde le lit puis elle m'en parle, j'ai pas encore eu la chance de lire. Ouais, mais c'est un peu en fait, c'est cible les femmes dans le sens où c'est tout rose, puis c'est elle investit, tout ça, Super. mais c'est justement pour Elle promouvoir, fait du elle fait du Instagram, elle est sur les réseaux sociaux aussi, elle? Je Ouais, pense ouais, OK, oui. Mais OK. j'avais découvert son livre dans un salon de thé, puis où chacun présentait des livres sur la finance. Donc il y avait Elle investit, puis il y avait d'autres classiques comme Psychology of Money, il y avait aussi, quelque chose de Babylone, de L'homme le plus riche de Babylone. Puis il y avait pas mal de livres, intéressants comme ça et c'est un des livres qui m'avait vraiment marqué. Super. Puis vous avez parlé tantôt aussi, et ça m'a fait doucement sourire parce que quelqu'un d'autre en avait mentionné dans une entrevue de on a fait une entrevue de corporate banking, puis vous avez parlé, de la différence entre le bruit et le signal, Ouais. dans le sens où, quand tu lis les informations et quand tu vois tout ce qui se passe, il y a beaucoup de bruit et c'est avec le temps et l'expérience que tu arrives à distinguer qu'est-ce qui est un signal, dans le sens où qu'est-ce qui qui peut avoir comme conséquence d'agir et qu'est-ce qui est juste du bruit, genre des aboiements. Puis ça, j'ai trouvé intéressant parce que ça faisait un peu un reflet à notre autre épisode. Bah, malheureusement, il y a beaucoup plus le bruit s'accumule avec le ton plus que les signaux. C'est un phénomène autant technologique qu'humain dans le sens que, avec l'avenant de l'internet, l'accès à l'information s'est ouvert. Hem, si on parlerait à quelqu'un en placement dans le monde de la bourse, début des 90, l'accès à l'information était plutôt réservé à ceux qui avaient la chance de rencontrer le PDG d'une entreprise ou qui prenait le ton ou qui avait accès aux rapports financiers à un ton, à un timing, assez rapide. L'internet a fait en sorte que l'information circule beaucoup plus vite. Mmh. Ajoute à ça les réseaux sociaux puis les algorithmes qui vont privilégier l'information hem, Qui fait cliquer. qui fait cliquer, qui est Ouais. plus qui est plus le fun à consulter, Mmh. comparé à de La la valeur. data, ou, une information financière clé et importante qui est pas, décorée avec, Le une histoire, marketing, tout ça, là. un titre impactant, tout ça. Ouais, sur les réseaux sociaux, l'internet, les applications, ça amplifie fois 10 le bruit. Mmh. Je me rappelle en début quand ce que l'internet a commencé, puis les comptes de courtage escompte partaient en popularité. Puis «Ah, ben là, les comptes de courtage escompte vont commencer, il y aura plus besoin de formutuaire, il y aura plus besoin de conseillers et cetera». C'était une part de l'industrie. C'était une perte d'énergie puisque la business de gestion d'actifs a juste vu une croissance extraordinaire, autant pour les conseillers que les firmes de gestion d'actifs. Malgré le fait que les comptes de courtage à escompte ont pris de l'espace, c'est juste la tarte devient plus grosse. Donc, ils ont pris une part de marché. Mais à la base, plus d'informations, ça rend pas toujours l'humain plus intelligent. Des fois, ça les rend plus fous. C'est vrai. Et ça crée une myopie de l'investisseur. Ça l'apporte à penser plus à court terme quand ce qui est déjà beaucoup C'est d'informations, vrai. du bruit. Puis, il y a une étude qui a été faite à mon ancien employeur, c'est comment, tu on étudiait plein de facteurs pour pour essayer d'identifier qu'est-ce qui rend un investisseur, plus performant dans ses rendements que d'autres. Puis, un des facteurs négatifs, c'est le plus souvent que tu regardes à ton compte d'investissement, généralement, le plus souvent que tu vas faire des transactions et généralement, le moins que tu vas performer. Donc l'internet, réseaux sociaux, le bruit, les films fluents, il y a tellement d'informations, ça s on j net, je pense pas que ça aide les gens à prendre des bonnes décisions. Ouais. J'aime bien le fait que plus tu regardes ton compte, plus tu vas faire de transactions, puis moins tu vas prendre de bonnes décisions. J'avais ce sentiment au début, quand j'ai commencé moi-même mes propres investissements OK. personnels. Puis ce que j'ai fait, c'est vraiment une petite astuce, c'est que j'ai caché mon compte pour que je ne puisse pas le voir dans mon application bancaire. Ah, Comme ça, mes fonds mutuels, ben, je peux même pas voir qu'est-ce qu'il y a dedans, ça se passe, puis le moment où je veux savoir ce qui se passe, ben, j'appelle ma banque, puis c'est sûr que j'aurai beaucoup plus la flemme de téléphoner à ma banque pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon compte et savoir à combien j'en suis. Puis tu set les auto-deposits de ton salaire, directement dans tes fonds mutuels. Comme ça, tu sais que tu as pas la pression de: «Oh là, ça a baissé, je vais enlever et tout». Puis il y avait une statistique qui était assez drôle, c'est que, par exemple, je vais pas dire le nom de ma banque, mais les fonds mutuels que ma banque font, le taux de rendement est, je pense, 15 annuel et mais
du fonds mutuel, mais par moyenne, les personnes qui investissent dans ce fonds ont un rendement inférieur à 15. Ah, c'est un classique ça. C'est ça, parce qu'ils retirent toujours au mauvais moment, puis ils achètent au pire moment. Ça, c'est de la finance comportementale. Quand ce que tout va bien et on entend surtout de la bonne nouvelle dans le bruit, on est encouragé de peut-être placer un petit peu plus quand ce que ça va un petit peu mieux. Un petit peu mieux veut dire que la bourse est un petit peu plus chère dans sa danse de cycle. Puis à l'inverse, si on lit des manchettes très inquiétantes, comme qu'on a de temps à autre, ça nous désencourage, puis peut-être même ça nous fait peur, puis ça nous tente de reculer d'un placement à la bourse pour être Mmh. plus sécuritaire. Ah, ça, c'est le classique. C'est une des raisons pourquoi il y a des gens qui peuvent investir eux-mêmes. Il y a une discipline, ils n'ont pas trop d'émotions, peut-être qu'ils sont bien, mais la plupart des gens sont mieux de passer le POC, Mmh. puis focuser sur augmenter leurs revenus, puis peut-être quelque chose, Inès, qui est bien simple, mais extrêmement puissant pour des gens de tout âge, mais surtout jeunes, parce que l'argent investi à ton âge vaut beaucoup plus que l'argent investi à mon âge, que l'argent investi à l'âge de mes parents. C'est un programme d'achat systématique, un PAC, Mmh. là. Donc, aussitôt que quelqu'un gagne un revenu, il devrait appeler son institution financière ou son application, puis la prochaine journée de la paye, Ouais. j'enlève. Si tu as une augmentation, tu augmentes ça. Moi, je le considère, moi, comme des dépenses mensuelles. Pour moi, genre, c'est une dépense de m'envoyer de l'argent à mon fonds. Ben, c'est payer Inès dans le Ouais, futur. c'est ça. C'est C'est ça, te payer c'est faire une toi-même. belle passe Mmh. dans le futur, à toi-même dans le futur. Ouais. Ouais, Donc Ghislain, ça fait, plus de 26 ans que tu es dans la gestion d'actifs, c'est ça? presque. Presque, c'est ça et pourquoi tu as choisi justement la gestion d'actifs et pas la banque d'investissement comme ce que beaucoup de personnes, aspirent à faire, quand ils débutent leur carrière? Ah, je vois que Ben, c'est une question qui est récurrente. Je comprends même pas qu'on pose la question tellement que j'aime la business de gestion des actifs. Je peux comprendre qu'un jeune ou une jeune à l'université qui regarde des films voit le petit côté glamour une fois que tu es au top de la pyramide d'une business d'investment banking, un peu comme si on est au top de la pyramide dans le consulting, ça peut être glamour, prestigieux, etc. Mais il ne faut pas oublier que pour se rendre au top de la pyramide, c'est beaucoup moins accessible que gestion des actifs, dans certains rôles, c'est-à-dire. Euh, et deux, il y a beaucoup, beaucoup de travail analytique avant d'être dans des situations super intéressantes où ce que tu fais du vrai investment banking. Mais la vraie réponse, c'est que j'ai pas vraiment été exposé au high banking avant que je me suis rejoint à la gestion des actifs. Et j'ai jamais pensé à sortir de la gestion des actifs parce que je trouve ça euh, autant d'un point de vue intérêt intellectuel, épanouissement en termes de relations humaines, parce que ouais. Il y a plus de relations en gestion d'actifs qu'en banque d'investissement. pas sûr, dans le sens que c'est sûr que si une firme a besoin du conseil en investment banking, la relation humaine peut avoir un rôle Oui. dans le choix, euh, mais peut-être que il y a une partie de ça qui est plus transactionnelle, dépendant. En tout cas, je ne vais pas me prononcer trop sur l'investment banking parce que c'est pas ma spécialité. Mais ce que j'aime de la gestion des actifs, c'est que c'est un exercice continu. C'est jamais fini. Donc, Mmh. il y a une certaine continuité. Deux, tout est basé sur les actifs sous gestion et les actifs sous gestion peuvent croître dans le temps. Donc, il y a un effet amplificateur à fur et à mesure. Ça dépend du rôle, parce qu'il y a plein de différents rôles dans la gestion des actifs ou dans l'asset management, mais il y a plusieurs des rôles qui c'est basé sur le montant d'actifs qu'on gère. Mmh. Et ce montant-là peut croître avec le temps, qui crée un revenu résiduel qui augmente avec le temps, autant pour la firme que l'individu, dépendant du rôle. Euh, Comme que je l'ai dit tantôt, c'est un jeu d'échecs éternel qui finit pas. C'est un domaine qui est en constante évolution avec des différents types de produits, des différentes tendances à la bourse, des différentes tendances séculaires d'un point de vue technologique. Donc, le discours qu'on savait le temps de gérer des opportunités des investissements ou les risques, des fois ça rime avec le temps, mais il y a souvent des nouveaux discours. Donc, c'est pas comme si que je vends, je sais pas moi, je vends du sable ou je vends une commodité quelconque qui, de sa nature même, change pas beaucoup à part du prix. Puis la logistique de le transporter. C'est une business dynamique, donc
peut-être que je connais pas assez du investment banking, mais ça m'a jamais intéressé comparé à puis je trouve ça plate que les jeunes s'intéressent pas d'abord et d'avant tout à la gestion des actifs parce que pour percer dans l'investment banking au plus haut niveau, il faut déménager des grands centres, en gros. Tandis que dans le monde de la gestion des actifs, il y a plus de rôles dans les grands centres financiers, mais c'est généralement décentralisé. On peut être un conseiller financier à Chicoutimi ou à Saint-Charles, Nouveau-Brunswick, ça n'a pas de différence. Mais euh, c'est- pour moi, c'est plus. C'est une belle business. C'est une façon, ben, pour les jeunes tu sais, là, qui pensent aussi à ses premiers salaires. euh, s- D'un point de vue rémunération, tu peux te rendre un salaire d'un médecin familial assez rapidement. Puis si tu travailles fort, puis tu fais bien, puis tu fais partie d'une bonne firme, tu peux te rendre un salaire d'un médecin spécialisé aussi. Et beaucoup plus après ça, dépendant du rôle. Mmh. C'est pas connu, mais c'est beaucoup plus accessible, décentralisé, euh, et très intéressant. Puis vous avez fait un parallèle que j'ai aussi, doucement souri parce que, vous avez fait la distinction justement que, en termes de longévité, en investment banking, ben, tu sais, c'est le temps de la transaction que tu accompagnes le client. En asset management, tu vas l'accompagner sur le long terme, Ouais, puis tu vas voir avec lui les fruits. Et je me rappelle pendant notre interview de corporate banking, on avait fait ce parallèle également. C'était aussi une nuance entre corporate banking et investment banking. Donc ça fait plaisir de voir que généralement, c'est une nuance que les personnes ils aiment, le fait d'avoir de la longévité avec les clients, parce que ça permet, on va dire, de voir les fruits et les résultats de ton conseil aussi à travers le client. Parce que, on va dire, en investment banking, tu fais la transaction, une fois que la transaction passe, tu peux savoir à travers les réseaux et la presse, où est-ce que l'état de l'entreprise, mais tu gardes pas ce contact, on va dire sur le long terme avec le client, qui est quelque chose qui est possible en corporate banking puis en asset management. puis c'est le fun d'un point de vue bâtir des relations à long terme avec ta clientèle qui souvent devient des amis, mais c'est un bon point d'un point de vue modèle d'affaires. Puis encore une fois, je ne vais pas trop me prononcer en investment banking parce que j'ai jamais travaillé là-dedans, là, mais il y a une partie qui est transactionnelle. Donc, c'est comme si je fais une comparaison, c'est comme si tu achètes une TV, ta facture va être plus élevée, puis il y a peut-être, tu sais, là, il y a une transaction là, puis il y a un bénéfice. Mais j'aimerais bien mieux être le Netflix qui te charge 10 pièces par mois ou 12 pièces par mois pour le long terme que de vendre une TV une fois aux 8 ans ou aux Ouais. 10 ans. Donc, le modèle d'affaires de la gestion des actifs est plutôt basé sur un frais sur un actif. L'actif peut devenir de plus en plus gros. Il y a des limites aux frais parce qu'on est dans une business très compétitive. Donc, les frais, en toute réalité, tombent à la baisse, mais le volume d'actifs gérés monte. Mais généralement, le frais, il a pourcentage donc aussi, donc Souvent, plus le gain est gros, plus le frais que vous allez, oui. encaisser sera gros logiquement. Parce que c'est Et le un pourcentage dans tous les cas. oui. Et dans le temps, les placements, ça monte. Donc, la bourse, ça monte. C'est pas une ligne droite. Il y a des mauvais placements, mais en général, la moyenne de la moyenne, ça monte. Donc, Mmh. si tu es dans la business de gestion des actifs, que ce soit la firme, le conseiller ou dépendant de la structure de compensation pour le gestionnaire de fonds, euh, l'actif peut croître dans le temps, donc le revenu résiduel peut croître dans le temps. Tandis que oui, si tu es un investment banker et tu t'occupes d'une fusion énorme de deux grandes capitalisations, probablement tu t'es battu contre des gens très compétents pour faire partie du consortium pour cette transaction-là. Il y a beaucoup de travail, il y a des énormes frais, puis tu peux faire une année extraordinaire. Après ça, tu commences. Ouais. Euh, la beauté de la gestion d'actifs, tu commences pas à zéro en début d'année. Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est Hmm. vrai. Puis là, on a fait le parallèle un peu entre, gestion d'actifs puis banque d'investissement, mais qui sont quand même assez très, très différents. Ouais, Maintenant, il y a une autre nuance que on a du mal généralement, c'est quoi la différence? C'est entre la gestion d'actifs puis la gestion de patrimoine. ouais. C'est quoi la différence entre les 2? Ben, gestion des actifs ou wealth ou asset management, c'est une partie de gestion de patrimoine qui est plus large, Wealth ou wealth management. management qui est plus large. Donc, wealth management ou gestion de patrimoine, c'est tous les services reliés à la santé financière à une personne dans le temps. Que ça peut être
faire sûr qu'ils commencent à accumuler de l'actif, donc là, ça rentre dans la gestion des actifs. Ça peut être le service fiscal, les décisions de planification financière, se faire une map, une vision, un objectif OK. pour se rendre plus loin, que ce soit un objectif de retraite, un objectif de X, Y, Z. Après ça, plus loin, qui se planifie d'avance, c'est tout l'aspect successoral. Donc, si quelqu'un est dans une situation qui ne vont pas dépenser tout ce qu'il a accumulé puis qui veulent léguer à Mmh. leur succession des biens, des actifs, et cetera, tu as toutes sortes de conseils nécessaires pour la planification successorale. Tout ça et autres font partie de la gestion de patrimoine. Gestion des actifs, mon domaine, c'est gérer l'argent. Mmh. C'est un bloc de plusieurs blocs C'est ça. de la gestion de patrimoine. C'est ça, puis les 2 gros blocs en dessous, ça serait, gestion d'actifs puis, planification financière. Planification financière, planification de risque, tout ce qui est le côté assurance, planification fiscale, OK. c'est faire sûr de, en respectant les lois, de pas trop laisser de l'argent sous la table fiscale. Puis ouais, à la fin, la gestion des risques, il y a l'assurance, mais il y a aussi il y a des produits d'assurance. Comme ça, c'est une autre chose qui est moins glamour, mais qui peut être une business extraordinaire. Moi, je fais pas partie de la business d'assurance, mais je connais des gens spécialisés dans le monde de l'assurance, pas pour les besoins d'assurance de base, mais des produits d'assurance de richesse. C'est là pour séparer le risque de son entreprise et ce qu'ils ont accumulé dans leur compagnie de gestion. Des grandes fortunes qui veulent un véhicule le plus performant possible pour bien transmettre ça à la succession avec le moins d'impôts possible. Euh, donc, bref, la gestion des actifs, c'est un outil parmi plusieurs outils qui rentrent encore dans la gestion de patrimoine. OK. Puis, en se penchant davantage sur la gestion d'actifs, est-ce qu'il y a des niveaux de spécialisation? Puis quelle spécialisation peut y avoir dans la gestion d'actifs en particulier? Ben, il y a deux grandes directions. OK. Euh, il y a une direction qui est plus pour un rôle analytique, qui est la gestion de l'argent, la gestion des portefeuilles, ce qui commence par des rôles d'analyste, qui peut graduer vers analyste senior, éventuellement analyste de secteur, puis éventuellement gestionnaire de portefeuille. Les qualités d'une personne pour devenir un gestionnaire de portefeuille ne sont pas les mêmes qualités d'une personne pour travailler en vente, en Mmh. général. Une autre direction, c'est accumuler l'actif. Donc, il y a la gestion des actifs, mais pour avoir de l'actif, il faut aller la chercher. Donc, moi, je travaille dans le créneau d'accumulation d'actifs ou en vente. Mais là, c'est plus une question de relations humaines, c'est plus une question de volume de contact. Donc, dans les deux cas, il faut travailler fort, mais le travail est très, très différent. Puis après ça, on pourrait se spécialiser encore plus parce que dans le monde de la gestion des actifs, il y a toutes sortes de types de produits où les gens peuvent spécialiser dans leur créneau, dans leur marché, autant comme gestionnaire que côté vente. Donc, il y a vraiment l'embarras du choix une fois que quelqu'un s'intéresse au monde de l'investissement. On va passer maintenant un peu plus au concept lié à la gestion d'actifs. Donc, on entend souvent parler du buy side puis du sell side. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer c'est quoi la différence entre les deux, puis auquel des deux appartient la gestion d'actifs, puis pourquoi? OK. Ben, la réponse courte, c'est le buy side appartient à la gestion des actifs, au asset management, gestion des actifs. Buy side, c'est l'exercice de faire de la recherche envers des différentes opportunités d'investissement, strictement pour le but d'informer le gestionnaire de prendre une décision d'achat. Donc, c'est privé, généralement, au gestionnaire ou à la firme de gestion. Le sell-side research ou la recherche sell-side, c'est la recherche qui est créée pour le but de la publier pour différents intérêts commerciaux dépendant de l'institution financière. Donc, c'est de l'information qui devient publique. Euh, du coup, si quelqu'un est capable de faire de la bonne recherche et de trouver de l'information très pertinente, la dernière chose qu'on veut faire, c'est la rendre publique et à l'avantage de tout le monde. Parce que le marché est efficace et va absorber cette information-là. Donc, le sell side, c'est plus relié au investment banking, commercial banking, marketing. Le buy side, c'est privé, c'est strictement pour prendre des décisions d'investissement. Ok. Ok. Beaucoup pensent que la gestion d'actifs, c'est quelque chose de passif. Est-ce que tu peux expliquer justement c'est quoi la différence entre la gestion active et la gestion passive? Oui, la gestion passive, c'est le geste de tout acheter. Toutes les compagnies qui font partie d'un indice boursier, sans se poser la question s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, qu'elle vaut plus
qui est plus pertinent pour le placement ou non, on achète tout. En contrepartie, quand ce qu'on achète passivement, ça ne demande pas beaucoup de travail, donc ça coûte moins cher. Donc le frais est plus faible et on achète tout le marché, ou un marché en particulier. Est-ce que c'est comme par exemple investir dans un ETF qui suit par exemple le SP 500? Ben, ça, c'est l'exemple la plus pertinent parce que Ok. les ETF qui investissent passivement vers le S&P 500, c'est très populaire. Puis, Ok. puisque le S&P 500 a été performant, les produits passifs du S&P 500 ont été performants. Mhm. La gestion active, c'est se poser beaucoup de questions avant de placer l'argent des clients. C'est de faire la discrimination entre une bonne compagnie et une moins bonne compagnie. C'est être sélectif pour faire un choix plus judicieux de quelle compagnie mérite son argent. Puis je pense qu'il y a aussi l'option quand tu fais de l'investissement et la gestion active, c'est que tu peux même choisir dans quelle compagnie investir vis-à-vis de tes valeurs. Bon, même si maintenant il y a des ETF qui vont prioriser les compagnies qui sont qui valorisent l'ESG ou bien des compagnies qui vont pas investir dans l'alcool ou dans des composantes qui comme casino tout ça. Mais je pense que tu as encore plus de contrôle à travers la gestion active qui te permet de contrôler exactement quel type de pour que tes investissements suivent tes valeurs en même temps. C'est vrai, ça a commencé comme ça, mais je te dirais que la gestion passive, les deux sont en compétition pour des parts de marché et les deux sont constamment en train d'innover et s'adapter à manufacturer des produits que le monde a envie d'acheter. Donc, il y a des gens qui ont envie, ah, je veux moins de tabac, je veux moins de ci, je veux moins de ça. Les deux côtés passifs actifs vont essayer d'offrir des solutions pour toutes les parties du marché. Mais il y a de la place pour les deux. Dans certains marchés, le passif fait plus de chance. Dans d'autres marchés, l'actif fait beaucoup plus de chance, fait beaucoup plus de sens. Ça dépend du marché à laquelle on veut investir. Ok, parfait. Hein. Puis, il y a un autre concept qu'on entend dans la gestion d'actifs, c'est l'actif sous gestion, donc AUM. Oui. Est-ce que tu peux nous définir c'est quoi, puis pourquoi c'est un indicateur qui est important? Ah, ben ça, c'est la raison d'être d'une firme de gestion d'actifs, c'est gérer de l'actif. Le modèle d'affaires pour la grande majorité des entreprises dans mon domaine, ils chargent un frais au client basé sur l'actif avec la firme, qui, en totalité, si on prend tout l'argent de tous les clients, ça s'accumule dans le AUM, Assets Under Management. Euh, Ce qui implique, quand c'est Assets Under Management, c'est qu'on charge un frais pour le manager, pour le gérer. Mhm. Donc, le plus gros que le AUM, le plus de chances que la firme va bien. Ok, Puis l'inverse est vrai aussi. Donc, ok, toute la firme veut satisfaire les clients existants et perspectives pour augmenter le AUM. ok, parfait. Puis, quel rôle joue l'innovation aujourd'hui en gestion d'actifs? Par exemple, quand on parle d'ETF, tout ça, c'est des nouvelles choses qui sont rentrées dans le marché. Quel est ton avis là-dessus? Ils ont pris une bonne part de marché, ça va juste croître. Euh, les ETF facilitent la transaction pour certains qui ont besoin de transiger à l'intérieur d'une journée, euh, puisqu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui vont, pour ceux qui investissent eux-mêmes, vont investir directement sur leur téléphone. Les ETF s'apprennent mieux à ça qu'un fonds mutuel. Ça peut se faire par fonds mutuel aussi, mais c'est une transaction qui se fait à la fin de la journée. Comme toute industrie, on adopte l'innovation. Par exemple, à JP Morgan, ce que j'aime beaucoup, c'est un outil interne. On a notre propre modèle d'intelligence artificielle interne qui est connecté à notre recherche, qui est connecté à différentes personnes qui font un travail familier ou similaire au mien partout au monde. Donc, il y a tout un effet synergistique quand ça vient le temps de préparer un message, prendre une décision, analyser une situation, puis euh, ben, souvent c'est des firmes avant-garde qui veut être à la fine pointe de la technologie, donc ça évolue constamment, je te dirais. Mais il y a des Ouais. choses qui ne changent pas. Euh, un produit financier, c'est un produit intangible. C'est pas comme un téléphone. Je veux un iPhone, non, je veux un Samsung, je sais pas quoi. C'est quelque chose d'intangible. C'est basé sur la confiance. Donc. Et la confiance, ça se bâtit souvent par un certain niveau de contact humain et une confiance humaine. Donc, la technologie, l'évolution, la business évolue.
la confiance de confier son argent à quelqu'un pour qu'il s'en occupe, ça passe le test du son. OK. Mm. Puis, davantage sur la gestion d'actifs, on trouve par exemple que ça pourrait être quelque chose de trop chiffré ou de très froid. Est-ce que tu penses la même chose ou est-ce que tu penses qu'au contraire, l'aspect humain est très développé? Parce que ultimement, tout l'argent est appartenu par des humains et contrôlé par des humains, même si elle est déléguée dans certains cas à des algorithmes ou des différents systèmes. Moi, je trouve ça l'inverse de sec où, oui, il y a beaucoup de chiffres dans le domaine, puis si quelqu'un a peur des chiffres, c'est peut-être pas le premier domaine qu'il devrait considérer, mais l'argent, c'est un outil pour une fin, pour un objectif, et quand tu fais affaire avec des clients, ben, tu vas apprendre surtout de C'est quoi leurs leurs objectifs? attentes. Ben, si quelqu'un est conseiller ou conseillère financière, là, on parle d'objectifs et de planification financière, mais moi, je trouve que c'est l'histoire derrière les chiffres Mhm. qui est toujours intéressante. Donc, d'une vue extérieure, je peux comprendre les gens pourraient trouver ça plate si c'est juste des chiffres, mais dans la business même, c'est une business magnifique, très intéressante et dynamique, très, très dynamique. Puis justement, en parlant de ces chiffres avec qui peuvent parler, refléter la réalité du marché, est-ce que c'est déjà arrivé que les attentes du client rentrent en conflit avec la réalité du marché? Puis comment est-ce que vous réagissez à ce genre de situation? Ah, mais ça, c'est une situation journalière. Ok. C'est constant. Euh, En fait, une grosse partie d'un bon conseiller ou une bonne conseillère, c'est gérer les attentes du client. Parce que euh, on est tous humains, on va se raconter des histoires, on va entendre une histoire que quelqu'un a fait une belle passe avec un Bitcoin ou un Nvidia ou puis ces termes-là étaient différents il y a 10 ans, c'était différent. Il y a toujours une histoire quelque part qui crée l'appât du gain, puis ça se transforme vers une demande. Je pourrais-tu investir dans quelque chose, dans ce placement XYZ avec l'espérance que ça va doubler rapidement? Mhm. Euh, oui, il y a des placements qui performent excessivement bien sur des courtes périodes de temps, mais la majorité de la richesse dans le monde des gestions actives se bâtit sur le temps. Donc, euh, il y a toujours une gestion d'actifs. Là. Autant que, par exemple, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui pensent la seule place à investir, c'est l'S&P 500. Garde les derniers 10 ans, ça fait 15% par année. Ça va faire ça pour le reste de la vie. Ben moi, les premiers 10 ans de ma carrière, l'S&P 500, si quelqu'un investit passif, le rendement était zéro. Pas une scène. Donc, les gens ont tendance à se bâtir des attentes à fur et à mesure quelque chose. Comme il y a le court terme, puisqu'il y a des petites attentes, puis peut être déçu parce que la bourse est non linéaire, puis ton relevé va pas toujours être positif, de mois à mois ou trimestre à Mhm. trimestre. Puis après ça, tu as le long terme. Les gens ont tendance à extrapoler. Si le Nasdaq a mieux fait que le S&P 500, qui a mieux fait que le TSX, qui a mieux fait que le marché international, pour 10 ans, mais ça va être comme ça. Mhm. C'est C'est- ça, mais en fait, on prend pour acquis de bâtir les faits et les performances historiques pour les anticipations futures. Puis même quand voit dans les mathématiques financières, puis dans les modèles financiers, il y a beaucoup de modèles qui vont se baser sur les performances passées pour anticiper ou faire des modèles de régression sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Alors qu'en soi, dans le marché, ce qui va se passer dans le futur, c'est pas quelque chose qui peut être déterminé avec les événements du passé. Puis il y a après d'autres outils qui ont été développés pour soi étudier la situation du marché à l'instant T ou voir même les prévisions en fonction des facteurs qui pourraient arriver dans le futur. Et donc ça, j'ai l'impression que aussi il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter aux faits historiques du passé, les chiffres du passé, sans prendre en compte qu'il n'y a pas forcément de corrélation directe avec les anticipations futures. Ben, sur cette partie-là, c'est pour ça que c'est important d'avoir un certain niveau d'adaptation, parce que des fois, les conditions changent. Si quelqu'un regarde le passé, faut, faut regarder loin et à travers des cycles. Mhm. Parce que Pour souvent, voir les patterns. ouais, même si quelqu'un dit qu'on j'ai gardé l'histoire, la plupart des gens sont victimes d'un terme de finance comportementale. En anglais, c'est recency bias. Ce qui s'est manifesté récemment pèse plus lourd dans l'analyse que qu'une étude sur une longue période de temps à travers des grands cycles. Donc, ouais, les attentes des clients, c'est toujours un problème. Mais ça fait partie de notre travail. De les faire accepter que c'est pas une expérience linéaire. Mhm. Il va y avoir des bonnes passes, il va y avoir des moins bonnes passes. Les encourager à laisser le ton faire son travail. Euh, et ouais, non, ça
parce que leurs attentes changent constamment. Puis en général, leurs attentes augmentent après que la performance a augmenté. Ouais. Ça serait mieux si c'était avant. Ouais, et puis à l'inverse aussi. Donc, Mmh. quand ce que ça va moins bien, on est en récession ou il y a quelque chose Mmh. qui est inquiétant, la performance est moins bonne, leurs attentes deviennent plus faibles au point qu'ils veulent plus ce placement-là. Mmh. Euh, Ça revient à la question de tantôt. Pourquoi les gens sont pas capables de performer au même niveau que leur fonds ou que leur Mmh. ETF? C'est parce que ils la jettent et ils le vendent souvent au mauvais moment versus quelqu'un qui achète Mmh. tous les mois et qui change pas trop son plan de match. Ouais, c'est un peu, je me rappelle quand la première fois que j'avais visité un conseiller financier, je lui ai posé des questions pour essayer de prédire. J'étais en mode, OK, en moyenne, les gens, ils achètent quand? OK, supposons que les gens reçoivent leur salaire le vendredi, ça voudrait dire que le moment où ils investissent le moins, ce serait peut-être le mardi. J'étais trop dans essayer de prévoir le moment où, et puis pour set up mes, pre-authorized deposit, Ah, pour tout voir ça, s'il y a une efficacité quelconque. exactement, pour que Ouais. je puisse set up le moment où ça prend de mon compte, que ça soit par exemple tous les mardis à la même heure, en me disant ou bien à la fin de chaque mois, au début de chaque mois, en fonction du comportement individuel, où est-ce que les gens ils investissent plus au début du mois, à la fin du mois et tout, pour, on va dire, être un peu me différencier. Mais au final, mon conseiller, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit comme quoi le but, tu sais, le marché, il est comme ça. Toi, le but, c'est que tu veux toujours acheter au même moment pour pouvoir réguler un peu le truc comme ça, pour toujours être au milieu. Échelonné. Exactement. Exactement. Mais bon, c'est une petite parenthèse. T'as reçu du bon conseil. Ah, mais en plus, il travaillait à JP Morgan aux États-Unis Ah, wow, OK. 10 ans en arrière. Ouais. Bon, Donc, c'est du bon monde à Jerry c'est ça. Exactement. Puis je me demandais aussi, Ghislain, tu sais, on regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup les algorithmes qui nous font nos recommandations ces derniers temps. Que ce soit sur TikTok, tu rentres, il y a des algorithmes qui font en fonction de tes préférences. Spotify peut te créer des playlists en fonction de tes préférences. L'algorithme existe énormément dans notre quotidien, puis ça prend même la place dans la bourse et le marché financier. On se demande est-ce qu'il peut prévoir qu'est-ce qui va être à la hausse, qu'est-ce qui va être à la baisse. Donc justement, ma question c'est quel va être le rôle et l'aspect humain des gestionnaires d'actifs dans un monde qui se voit de plus en plus automatisé? Ben, le rôle des algorithmes existe depuis longtemps. C'est juste que l'algorithme est devenu plus puissant Mhm. et plus sophistiqué, ainsi que ses sources d'information et la rapidité à laquelle il prend cette information. Donc, c'est pas nécessairement nouveau, c'est quelque chose qui s'améliore. C'est pas obligé d'un choix binaire, j'utilise un algorithme pour gérer mon argent ou non. En fait, plusieurs gestionnaires vont utiliser ce qu'on appelait des filtres avant, ce qu'on appelle plus des algorithmes aujourd'hui. Il y a des stratégies d'investissement qui sont purement algorithmiques. Il y en a qui font très bien, il y en a qui font moins bien. Ceux qui font moins bien disparaissent, puis qui les remplacent à quelque chose d'autre. Donc, je pense que c'est une approche. Il y a des pour et des contre. Premièrement, par la nature même d'un algorithme, c'est utilise l'information qui existe déjà. Et un humain peut regarder plus loin, c'est où les tendances sociétales, géographiques. Ben, il y a une partie de l'information qui peut être prise en compte par un algorithme ou éventuellement une intelligence artificielle. Euh, mais la différence avec l'aspect d'un gestionnaire humain, c'est l'algorithme ne peut pas rentrer en meeting avec le PDG de Oh. RBC pour avoir de l'information sur le futur et le plan de match de RBC dans son domaine, ainsi que toutes les compagnies au monde. Un algorithme va prendre une décision sur l'information qui existe déjà. L'humain peut regarder en avant. Puis pas juste ça, l'humain peut utiliser l'algorithme pour l'aider à prendre ses propres décisions. Donc, Mhm. euh, c'est pas un ou l'autre, ça peut être un et l'autre. Oui, avec. Ouais, Ok, parfait. ouais. Puis si par exemple on regarde à peu près le marché, enfin surtout le paysage de la gestion d'actifs dans les 20 dernières années, comment à ton avis il a évolué, puis vers où il se dirige présentement, puis surtout qu'on a eu pas mal d'événements majeurs qui se sont passés, ben, déjà un des plus marquants des 20 dernières années, je dirais la crise des subprimes en 2008, mais plus récent, on a eu le Covid, puis il y a plusieurs tendances, l'augmentation de l'intelligence artificielle, tout ça. Donc il y a beaucoup d'événements qui viennent interagir dans le paysage. Donc j'aimerais savoir, pour le paysage de la gestion d'actifs, comment il a pu évoluer, on va dire, ces dernières années, puis vers quoi tu penses qu'il tend? Ben, il y a une augmentation de choix rapide pour l'investisseur.
Donc avant, les choix pour investir, autant en réseau de distribution qu'en choix de placement étaient limités et ça s'est complètement ouvert. Avant, tu avais des firmes, moi j'ai accès à ce placement-là, puis les autres firmes ne l'ont pas. Ça a disparu. Toutes les firmes ont généralement une infrastructure ouverte où on a accès à tout, puis toutes les autres firmes ont accès à tout aussi. Il y a leurs préférences, mais ça, c'est une tendance. Avant, en gros, tu peux acheter des actions, des obligations, ou un fonds mutuel qui achetait des actions, des obligations. Les fonds d'investissement en bourse a été un gros joueur émergent dans les derniers 20 ans. Il y a eu beaucoup de parler des robo-advisors pour remplacer les conseillers. Ils se sont fait une place. Certaines firmes ont eu du succès, mais ça a été limité, le succès à date, comparé à les fonds négociés en bourse qui ont pris une part du gâteau des fonds mutuels. Je me pose la question si l'intelligence artificielle va se rendre à un point jusqu'à un dialogue avec un agent d'intelligence artificielle va être tellement sophistiqué au point que je vais la faire confiance. Ben, Mmh. déjà, je vais faire confiance avec beaucoup d'argent et mon argent. Ouais. Ça se peut. Donc, si jamais l'intelligence artificielle se rend à ce point-là, peut-être que là, ça peut prendre des marchés, des conseillers et conseillers financiers, puis faire la gestion de patrimoine complet. Mais chaque fois qu'une nouvelle technologie, une nouvelle solution, un nouveau produit, le courtage escompte, comme j'avais expliqué tantôt, c'était relativement nouveau au début de ma carrière, puis tous les courtiers en ville avaient peur de ben, mes clients vont m'abandonner pour faire leur propre. La plupart des clients n'ont pas abandonné leur conseil parce qu'ils préfèrent déléguer ça. Mmh. Le point, c'est que chaque fois qu'il y a une innovation, l'industrie a peur, même chose pour les nouvelles législations, mais en rétrospection, c'est jamais aussi important comme source d'interruption ou de. It's not as disruptive Ouais. qu'on peut l'imaginer au début. Et deux, la table devient de plus en plus grande. Tu sais, tu as parlé de 2008 puis la COVID. Ben, dans le monde de la macroéconomie, un des effets de ces deux événements-là, c'est que les gouvernements sont mis à dépenser énormément et créer de l'argent, que ce soit des euros, des dollars, des yuan, des yens, etc., des francs. Chaque fois qu'il y a une crise, les gouvernements dépensent beaucoup, les banques centrales réduisent les taux d'intérêt, puis eux aussi peuvent créer de l'argent. Et après la crise, il y a plus d'argent dans le système, il n'y a pas plus de stock de Microsoft, il n'y a pas plus d'immobilier, il n'y a pas plus de terre. Ouais. Donc, on est dans un monde où il y a de plus en plus d'argent dans le système, mais il n'y a pas de plus en plus d'actifs qui passent le test du temps. Mmh. Donc, le monde de la gestion des actifs peut plus facilement passer à travers les crises. Puis l'autre côté de la crise, souvent, on se trouve plus fort ou plus haut en termes de AUM ou en actifs sous gestion à cause qu'il y a juste constamment plus d'argent dans le système qu'il y a d'actifs à acheter. C'est ça, puis vous avez mentionné, qu'on peut arriver à un point peut-être dans le futur où les gens feraient confiance de donner leur argent à un système robotisé. Puis ça a été c'est mentionné dans beaucoup d'ouvrages sur les systèmes financiers comme quoi, quand tu touches à l'argent de quelqu'un, beh, c'est non seulement ses projets de vie, c'est toute sa vie tourne autour du patrimoine de quelqu'un, donc c'est une étape très difficile de faire confiance à une machine et c'est pour ça que la majorité préfère un conseiller humain parce qu'il y a cet aspect rassurant et de confiance qu'une relation humaine peut instaurer qu'un robot, comme tu as dit peut-être un jour, mais pour le moment, j'ai du mal à voir, ce robot avoir cette relation humaine et de confiance. Et justement, en parlant, de relation de confiance, on a mentionné la crise de 2008. Ça a quand même été une crise qui a fait perdre énormément confiance aux investisseurs en les institutions financières, de par, la façon dont étaient titrés, les, les différents fonds. Donc comment tu penses que la gestion d'actifs a pu, on va dire, revenir en place, mais reprendre la confiance des investisseurs, puis, montrer la différence? Bien sûr, il y a eu les comités de Bâle, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier que le secteur de la gestion d'actifs a pris en œuvre ou a mis en place pour pouvoir reprendre la confiance Pas des tant que investisseurs? ça. Puis la confiance est revenue rapidement. Puis le contraste de qu'est-ce qu'on pensait qu'elle allait arriver quand on était dans le creux de la tempête, parce que j'étais là en 2008. J'étais dans la business, ça faisait déjà 8 ans. Je me rappelle que je savais tellement mal, ça chutait tellement, le AUM descendait tellement rapidement.
Je commençais à perdre ma job, j'appelais mon boss, je dis: «Regarde, si jamais que tu veux que je retourne au téléphone, moi, je vais faire ton programmement pour, tu sais, là, je vais rester dans l'équipe, là, si on commence à couper des joueurs». C'est comme c'était grave. Le discours dans l'industrie, c'était: «On va perdre la confiance d'une génération d'investisseurs». Quand tu te fais radier 50 de ton portefeuille qui a investi en bourse dans une question de 8 mois, peut-être que tu vas te garder une petite gêne pendant un bon bout de temps. C'était ça le discours quand on était dans le creux. Ça va récupérer, mais on va perdre la confiance d'une génération d'investisseurs. C'est pas du tout ça qui est arrivé. Ça a pris 1 an et demi pour avait récupéré la majorité. Ça a pris 3 ans, on était revenus où ce qu'on était. Puis on en parlait. Ceux qui l'ont vécu dans la business ne vont jamais oublier 2008 parce que c'était extraordinaire. C'était la deuxième pire correction boursière de l'histoire de la bourse après la Grande Dépression. Mais il n'y a pas eu. Oui, il y a eu des Dodd-Franks, puis toutes sortes de réglementations pour réglementer la source du problème qui est venu des bilans des banques. Euh, mais c'est fou comment la confiance est revenue vite. Puis je dirais qu'il y a des mini-exemples constamment. Il y a quelques mois, le président américain voulait rapidement démondialiser l'économie magnifique et l'économie américaine, intégrer le monde. La journée de libération, c'était un événement macroéconomique significatif que quand on regarde ça, c'est hey, c'est pas des tarifs, c'est un arrêt à la mondialisation. Là. Mmh. Puis il a fait demi-tour, la bourse a rebondi, puis on se trouve à des nouveaux sommets. Puis c'était une journée, on en parle autant qu'on en parlait beaucoup il y a juste 2 mois. Donc, le ton guérit tout, les gens n'ont pas une super mémoire. Et euh, avec toutes les crises que j'ai vécues, les crises futures m'inquiètent de moins en moins. Ouais. Puis ça revient un peu au point qu'on mentionnait plus tôt comme quoi, avec tout le bruit qui nous entoure, on a du mal à se projeter loin et on pense que généralement tous les bruits, bah, c'est du court terme, c'est des informations qui sont sur le moment ou qui sont du court terme et on a du mal à se projeter, justement sur le long terme et on amplifie un peu tout, puis, Parce qu'en réalité, euh, pour quelqu'un qui est en mode d'accumulation, il n'y a rien de mieux qu'une crise pour acheter moins cher, ouais, pour c'est se mettre dans vrai. une situation. Faut Donc, prendre son avantage. clairement, dans notre domaine, on aime bien mieux ça quand ça monte parce que nos clients sont contents, puis les clients sont contents, les discussions sont plus le fun, puis tout va mieux. Oui, Mais quand on est aussi un investisseur, euh, une crise, c'est une opportunité à ne pas gâcher. oui, Parce que les crises, ça ne dure pas, et les aubaines à la bourse ne durent pas non plus. Il faut sauter sur l'occasion. c'est ça. Qu'on soit un petit peu trop tôt, un petit peu trop tard, juste arrange-toi pour acheter quand ce que plus personne ne veut acheter. Je me rappelle quand du coup il y avait la bourse des tarifs. La bourse est tombée, vraiment, très bas. Bon pas aussi bas que jamais, mais c'était vraiment tombé très bas et moi-même sur le moment quand j'ai eu mon portefeuille, j'ai commencé à paniquer parce que j'étais à négatif de partout. Heu, j'ai rien vendu. Donc j'ai été heureuse de n'avoir rien vendu, Déjà, c'est mais quand aussitôt que ça a remonté puis que c'est revenu très haut dans le positif, j'ai regretté de ne pas avoir acheté parce que tu sais, on est tous dans cette émotionnellement, ouais. tu as peur, tu te dis, «Est-ce que si j'ach est-ce que ça va peut-être descendre encore plus ou pas?» et bah, c'est pas que la crise me manque, mais je me dis, «Maintenant la prochaine fois que je vais voir mon portefeuille négatif, je vais acheter en fait et je vais être sûre d'acheter». Ça va être difficile la prochaine fois aussi, parce que c'est la nature humaine. Mais si t'es véritablement, ben là, t'as des multiples décennies devant toi, donc t'es très avantage comme investisseur. C'est sûr qu'en général, c'est une bonne idée. Ça veut pas dire que tu t'achètes tout et n'importe quoi, mais les très très bons investisseurs ont déjà ils ont toujours une liste. Mon Dieu, que j'aimerais ça acheter cette compagnie XYZ ou ce ETF là ou ce fonds-là. Euh, Puis ils attendent dedans. puis ou ils l'ont déjà, mais chaque fois qu'il y a une collection, ils prennent avantage. C'est rare, mais c'est une formule gagnante. Mmh. C'est une formule gagnante, c'est sûr. Ouais. Mais écoute, j'ai l'impression qu'on a très bien couvert un peu la section et le paysage de la gestion d'actifs. J'aimerais que pour cette dernière section un peu de l'épisode, qu'on se focus un peu plus sur les conseils que tu pourrais donner à notre génération à venir pour les personnes qui voudraient entrer, on va dire, dans ce milieu de gestion d'actifs parce qu'on a passé plusieurs minutes et je pense même qu'on a dépassé 1 heure là à parler, à nous donner envie
de vendre justement tes portefeuilles et de rentrer dans ce secteur, de gestion d'actifs maintenant. À ton avis, ça serait quoi les qualifications ou qu'est-ce qui permettra à quelqu'un de se démarquer et de réussir dans un secteur comme la gestion d'actifs? Est-ce qu'il y a des qualités? Ça peut être comme des qualités, humaines en termes de communication, storytelling, tout ça, ou ça peut être même des qualités un peu techniques? C'est quoi vraiment ce qui permet aux personnes de performer dans ce secteur? Ben, si le conseil est pour des gens plus jeunes qui veulent commencer la carrière, faut qu'ils réalisent que les gens qui ont de l'argent sont plus âgés en général et leur façon de communiquer, c'est pas nécessairement la même que la vôtre. Donc honnêtement, il y a une chose qu'on remarque dans l'industrie, c'est que les jeunes qui sortent de l'université ont moins travaillé leur muscle social parce qu'ils ont été, à partir du secondaire, élevés un petit peu avec ça. Donc ils appellent pas leur blonde, ils appellent pas leur chum, ils les textent. Donc, si quelqu'un veut travailler en gestion d'actifs de mon côté, qui est accumulé de l'actif, travaillez votre muscle social. N'ayez pas peur d'appeler quelqu'un, même si c'est plus confortable d'envoyer un petit texto. Réalisez que la confiance, le confort de deux personnes, ça se bâtit on vive voix versus on texto. Euh, il y a du conseil qui est vrai, pas juste pour mon industrie, mais tout. Travailler fort parce que quelqu'un qui va se démarquer versus les autres, c'est pas toujours la personne la plus intelligente, la personne qui se présente le mieux. C'est la personne qui travaille plus fort que l'autre qui souvent gagne à long terme. Puisqu'on travaille dans une business de produits intangibles et ultimement de confiance, il faut être honnête. Il faut vraiment être honnête. Les gens. Donc, ça, c'est une base. On va tout faire pour garder les gens pas honnêtes à l'extérieur de l'organisation. Parce que les personnes qui nous représentent ben, représentent un brand qui est plus gros que chacun de nous. Donc, on cherche de l'intégrité, des gens qui vont dire le juste sur une question, bon ou pas bon, etc. Euh, d'autres conseils, ben, dans le monde de gestion active, je t'avoue que ça va être bien mieux si tu fais affaire, si tu peux t'incorporer avec une firme qui est en croissance versus une firme qui est en décroissance. J'ai plein d'amis dans l'industrie. Il y a du monde extrêmement compétent. Tu prends deux personnes extrêmement compétentes, vaillantes, honnêtes, du monde que tu as envie de passer du temps avec, que tu fais confiance, qui sont d'un point de vue financier, très chers. Tu en mets une dans une ferme qui est en pleine croissance, puis l'autre dans une ferme qui stagne, l'expérience va être complètement différente. Donc, je pense que le choix d'entreprise, Il est important. c'est quand même important. Sur ça, c'est peut-être s'informer de la direction et de la santé de la compagnie. Euh, Puis ouais, pour le reste, c'est aussi savoir ce qu'on aime faire. Moi, c'est le côté vent, mais il y a des gens que c'est du monde plus analytique, ils veulent plus prendre des décisions de placement, faire de l'analyse. Donc, si quelqu'un veut être un analyste et un gestionnaire de portefeuille, ça, c'est complètement une autre histoire. Dans ce cas-là, montrez que vous avez de l'intérêt et une passion pour le placement, puis la bourse, puis la sélection de titres, puis l'analyse de bilan très tôt, parce que pour devenir un analyste dans les grandes firmes, et éventuellement gestionnaire, c'est ultra compétitif. Ouais. Ultra compétitif. Et, et ça sera pour le futur aussi. Donc, là, il faut vraiment qu'on s'intéresse tôt et qu'on travaille très fort dans cette direction-là. Oui, puis justement, pour, un peu voir, étudier le contraste, ce serait quoi les erreurs ou les idées les plus fausses vis-à-vis de ce domaine et de ce type de carrière que les gens ont l'habitude de commettre? Ben, avant de courir, il faut que tu marches. Ça, c'est pas juste votre génération. J'ai entendu ça toute ma carrière, que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent tout de suite commencer avec un poste vice-président, etc. Bon, ouais. Faut pas oublier que les personnes qui décident si quelqu'un rentre veulent le meilleur nouveau membre de l'équipe pour l'équipe totale euh, et cherchent quelqu'un qui a beaucoup à offrir à la compagnie. Je trouve souvent les jeunes, c'est tout de suite ben, comment tu payes, c'est quoi mon titre, ils veulent vraiment dépasser les étapes. Mmh. Pas avoir peur de commencer en bas de l'échelle. Moi, j'ai commencé en service à la clientèle, quelqu'un voulait changer son adresse, OK, je vais confirmer ton identité. J'ai appris les produits. Tu sais pas à l'université, tu vas apprendre c'est quoi un réel, un CELI, un CELIAC, un fonds à la bourse. Il y a pas de problème à commencer en bas.
en sachant que les compagnies sont très bonnes à identifier du talent pour que ça monte vite. Donc, je dirais, c'est mieux de choisir une bonne firme à travers une bonne équipe que commencer où tu commences exactement. Ça pourrait te surprendre où tu vas finir, indépendamment où tu commences. Ouais. Ouais. C'est ça. Puis, franchement, tu as une très, très riche expérience, dans le domaine. Prenons l'exemple, si par exemple tu pouvais retourner 25 ans en arrière, peut-être même plus, c'est quoi le conseil que tu te donnerais, au, Ghislain qui commençait sa carrière en gestion d'actifs? Et c'est vraiment la question pour clôture l'épisode, donc s'il y a autre chose que tu veux ajouter là-dessus, je te laisse, la Ben, parole. je vais commencer aussi avec un conseil, si je peux me donner ça, c'est pas autant pour ma carrière que, tu sais, on a parlé d'investir, puis ça commence tout à être économe. Hem, puis tu as dit tantôt que les gens qui font plus d'argent ont tendance à dépenser plus, mais moi, j'étais victime de tout ça dans le sens que ma vingtaine, c'était une tempête de dépenses. Hem, Maintenant que je comprends la valeur de l'argent dans le temps, si quelqu'un sait moindrement comment l'investir, je pense que j'aurais été un petit peu plus discipliné dans mes dépenses, trop dans ma vie financière, pour justement partir là-bas de placer. Donc ça serait un petit conseil personnel. Conseil professionnel, ça serait dans l'inverse, moi j'ai travaillé très, très fort pour combler le fait que j'ai eu la chance d'être promu très tôt et pour compenser par mon manque d'expérience quand j'étais vice-président à 24 ans en charge d'un territoire pour Fidelity Investment, puis je m'asseyais dans des bureaux comme ça, puis je parlais avec des gens dans la cinquantaine, soixantaine, et moi, j'étais censé leur dire comment investir et Ça fait peur. pourquoi c'est une bonne idée d'investir chez nous. Donc moi, j'ai compensé par, tu peux m'appeler n'importe quoi en 24 heures, 24 sur 24. Ça a eu son effet et ça a marché. euh, mais je pense que j'aurais peut-être trouvé comme. Faut être variant, mais il faut quand même être équilibré. Puis je mettais beaucoup de temps sur des détails parce que j'avais de la misère à faire la différence sur qu'est-ce qui est vraiment important pour le client versus je veux absolument mon PowerPoint soit parfait. Je me couchais tard pour faire sûr que tout était Que toutes les boxes correct. sont Parce alignées. que ça aurait été mieux d'avoir une bonne nuit de sommeil puis arriver Ouais. en pleine forme que tu mis une parfaite couleur puis l'ombre sur un PowerPoint. Là. OK. Bah, franchement, c'est un très bon conseil. Donc, tu as eu un parcours franchement impressionnant. Je te félicite en tout cas, puis je suis sûre que une nouvelle aventure, débute pour toi et elle est encore longue et j'ai hâte de voir, qu'est-ce que nous réservent les futures étapes de Ghislain. Je te remercie de nous avoir partagé autant, d'insights et d'informations sur, le monde et le paysage de la gestion d'actifs. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, puis c'est sûr que pas mal d'entre nous ici, sont excités à l'idée de peut-être explorer cette voie. En tout cas, je te remercie d'avoir passé, Merci à toi, Inès. Ça m'a fait grand plaisir. Puis bon succès dans ton nouveau podcast. merci, merci beaucoup Gisela, merci à vous qui avez regardé.